Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette cinquième session de la Digital Week Algam Entreprise qui va être axée sur un sujet un peu plus technique que les sessions précédentes puisqu'on va parler d'antenne. Alors je m'appelle Ludovic Sarnal et je suis accompagné pour cette session de mon collègue Romain Dambrine. Bonjour Romain. Bonjour Ludo. Bon, on dit bonjour, hein, en fait on s'est vu ce matin, mais bon, c'est histoire de dire. Alors, de quoi on va parler pour le sujet des antennes? On va reprendre quelques généralités, histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire, ou même pour certains, découvrir certains points. On va reprendre un petit peu les différents types d'antennes qu'on est amené à utiliser, et puis on va voir, bien sûr, tout ce qui concerne les mises en œuvre, les horaires à éviter, et évidemment, tous les accessoires qui gravitent autour des antennes. Alors, pourquoi traiter du sujet des antennes? Lorsqu'on exploite un système sans fil, en fait, les antennes, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est de là où tout part et où tout arrive. Donc, on peut avoir le meilleur système sans fil du monde. Si les antennes sont mal positionnées, mal utilisées, mal mises en œuvre, eh bien, on va risquer d'avoir des problèmes. Et puis, pour bien les mettre en œuvre, c'est bien de savoir comment ça fonctionne et puis les caractéristiques des différents types d'antennes pour savoir comment les utiliser. Alors, on va passer en revue quelques généralités sur les antennes. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une antenne, c'est un convertisseur d'énergie qui va être capable de convertir un signal électrique haute fréquence en onde électromagnétique quand il s'agit d'une antenne d'émission, ou inversement, de pouvoir capter une onde électromagnétique et la convertir en signal électrique haute fréquence induit. Il faut bien savoir que la taille des antennes est basée sur la longueur d'onde. Alors, je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est la distance que parcourt l'onde pendant un cycle d'une sinusoïde. Donc, voilà. Ou une période. On dit une période. Je vous rappelle que la période étant l'inverse de la fréquence. Ça va? Alors, c'est parti, je vous l'avais dit. Alors, en VHF, la longueur d'onde, si on se base sur les plages de fréquence qu'on peut utiliser de 170-216 MHz, on est environ à 1,50 m de longueur d'onde. Quand dans les plages UHF qu'on utilise pour nos micros, par exemple, vous voyez qu'on va être grosso modo entre 43 cm et 60 cm. Donc, plus la fréquence va augmenter, plus la longueur d'onde, bien sûr, va diminuer. Une antenne est réversible par défaut. C'est-à-dire qu'une antenne qu'on va pouvoir utiliser en émission sera tout à fait utilisable, bien sûr, en réception. Et il faut bien savoir, c'est que toutes les antennes ont une bande passante, donc la plage de fonctionnement de cette antenne, et la bande passante est toujours donnée à moins 3 dB en extrémité de bande. Alors, comment une antenne fonctionne et comment on peut faire transformer un simple conducteur électrique en antenne? Alors, vous voyez que sur ce petit schéma est illustrée finalement une source d'énergie HF, par exemple un émetteur de Ear Monitor, par exemple, qu'on va connecter à un récepteur d'énergie HF, qui serait par exemple un récepteur micro, et qu'on aurait relié par un câble coaxial. Alors on voit que dans ce câble, le courant circule dans un conducteur et puis revient dans l'autre. Et bien sûr, le flux d'énergie va de l'émetteur vers le récepteur. Maintenant, si je prends l'extrémité de ces conducteurs électriques et que je les tords de 90 degrés, comme ceci, eh bien, en fait, en procédant ainsi, je fabrique une antenne. Et cette antenne, si je fais bien attention à la longueur d'onde, eh bien, cette antenne va pouvoir émettre si les brins que j'ai repliés à 90 degrés font chacun le quart de la longueur d'onde. Donc, par exemple, pour une longueur d'onde de 60 cm, ça ferait 2 brins de 15 cm. Et à partir du moment où on voit que la circulation du courant est toujours la même, on a bien le retour du courant dans ce sens-là. Et vous voyez qu'au niveau des 2 brins d'antenne, le courant circule alternativement de bas vers le haut et du haut vers le bas, et ça plusieurs milliers de fois par seconde. Et ça génère ainsi une onde rayonnée, et cette onde est générée par cette antenne demi-onde. Le flux d'énergie étant toujours de l'émetteur vers cette antenne. Alors voilà comment on peut fabriquer une antenne très facilement. Alors, il y a une chose qui est importante aussi au niveau de l'antenne, c'est la polarisation. Alors la polarisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la polarisation, ça correspond à l'axe du champ électrique. Une onde électromagnétique, par essence, est constituée de 2 choses, un champ électrique et un champ magnétique. Donc, vous voyez sur la petite représentation du bas, vous avez le champ électrique qui est représenté par le signal rouge et le champ magnétique qui est à l'horizontale.
comme les antennes qu'on utilise sont des antennes qui sont sensibles au champ électrique, vous voyez que l'orientation de l'antenne d'émission conditionne l'axe du champ électrique et donc l'antenne de réception doit se trouver dans la même position. Parce que si on ne met pas les antennes dans la même position, bah, on va perdre de l'énergie et c'est ce qu'on utilise comme système, par exemple, pour les lunettes polarisantes, puisque les ondes lumineuses du Soleil ne sont pas polarisées, mais lorsqu'elles touchent une surface réfléchissante, elles se polarisent. Et il suffit de créer des verres spéciaux qui permettent de filtrer par différence de polarisation les ondes lumineuses qui sont réfléchies et vous atténuez comme ça l'éblouissement. Eh bien, avec des ondes de HF micro, c'est la même chose. Donc, si vos deux antennes sont, par exemple, orientées à 90 degrés l'une par rapport à l'autre, bah, vous risquez de perdre entre 15 et 30 dB. 15 et 30 dB, bah, c'est déjà une sacrée distance que l'on ne va pas pouvoir parcourir. Donc, dès qu'on a besoin de porter loin, il est important de porter attention à ça. Alors, évidemment, il y a des solutions. Par exemple, une onde, on peut avoir des polarisations circulaires. Alors, une polarisation circulaire, ça veut dire que l'onde, au lieu qu'elle se déplace, le champ électrique, au lieu qu'il soit vertical, eh bien, il va tourner plusieurs fois par mètre comme une hélice. Et c'est le cas des différents émetteurs mains que Shure produit, que ce soit du SLX2 jusqu'aux émetteurs Axion Digital. Tous les émetteurs mains sont équipés de cette fameuse antenne en hélice qui permet de générer cette onde circulaire. Et à quoi ça sert? Ça permet de transmettre le maximum d'énergie aux antennes de réception qui sont fixes, quelle que soit la position de celui qui tient la position de l'émetteur, puisqu'elle peut être, l'émetteur peut se retrouver entre une position verticale et horizontale. Il y a un autre paramètre qui caractérise les antennes, c'est leur directivité. Donc, c'est-à-dire que la manière dont l'antenne concentre l'énergie dans une direction plutôt que dans une autre. Donc, dans quelle direction de l'espace l'antenne va concentrer l'énergie. Alors, la directivité de l'antenne est bien sûr caractérisée par le lobe principal. Vous voyez sur le petit schéma, la caractéristique d'une antenne directive, par exemple, vous voyez que vous avez un lobe principal et des petits lobes secondaires. Alors, c'est très similaire, évidemment, à ce qu'on retrouve avec des micros. Là, on pourrait avoir le diagramme polaire d'un micro-canon, on aurait quelque chose d'à peu près similaire. Donc, les antennes, finalement, ont des diagrammes polaires qui ressemblent très fortement à ce qu'on peut obtenir avec des micros. Alors, la directivité, bien sûr, correspond à la largeur du lobe principal, dont les angles extrêmes, évidemment, représentent une atténuation de moins 3 dB. Alors, ça ne veut pas dire qu'en dehors de cet angle, l'antenne ne reçoit plus. Ça veut dire qu'elle reçoit de moins en moins bien à chaque fois qu'on s'écarte de l'angle de la direction du lobe principal. Après, il y a le gain. Évidemment qu'une antenne possède un certain gain. Alors évidemment, le gain caractérise la manière dont l'antenne concentre la puissance dans ce lobe principal. Et évidemment, sa valeur va être déterminée par comparaison des performances avec une antenne qui est une antenne idéale, qui est un modèle mathématique. Et cette antenne idéale, en fait, elle s'appelle l'antenne isotropique. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un gros mot. Il n'y a pas forcément besoin de le retenir. Par contre, ce qui est important, c'est que comme l'antenne que l'on veut qualifier est toujours définie par rapport à cette référence isotropique, eh bien, le gain de l'antenne est toujours donné en dBi, le petit i, faisant référence à cette fameuse antenne idéale qui permet de calculer l'antenne physique que l'on va fabriquer. Donc, ce qui veut dire que le gain d'une antenne est une valeur relative. Ce n'est pas une valeur absolue. C'est toujours, la preuve, c'est qu'on a des antennes passives qui ont un certain gain. En général, si on veut avoir du gain dans quelque chose, il faut mettre de l'électricité ou de l'essence. Eh bien, dans la HF, c'est différent. Les antennes sont des valeurs. Le gain des antennes est une donnée relative. À quoi ressemble cette antenne théorique? L'antenne isotropique, c'est une sphère parfaite. Et vous voyez que dans le plan horizontal ou vertical, on a une parfaite couverture omnidirectionnelle. Ça donne la référence pour toutes les antennes et bien sûr, son gain est de 0 dBi. Et c'est par ce moyen-là qu'on va pouvoir comparer les antennes qu'on va fabriquer par rapport à cette référence et on va la calculer. Donc voilà pour les premières généralités. Vous voyez, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais ça permet de requalifier qu'il y a un certain nombre de points qui caractérisent les antennes. Gain, directivité, etc. et bande passante. Alors, les différents types d'antennes, évidemment qu'il en existe plusieurs. Alors, globalement, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des antennes omnidirectionnelles et la famille des antennes directives. Alors, les
Les antennes directives ont un gain, bien sûr, plus ou moins important selon leur type et la manière dont elles sont fabriquées et ce qui les constitue. Mais par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les dimensions sont en fonction de leur plage de fonctionnement. Une antenne VHF, comme elle doit être basée sur la longueur d'onde qu'elle doit transmettre ou recevoir, aura une dimension plus importante qu'une antenne UHF dont les longueurs d'onde sont plus petites. En général, les antennes omnidirectionnelles sont dimensionnées au quart de la longueur d'onde ou à la demi-longueur d'onde. C'est les antennes les plus classiques qu'on peut rencontrer dans notre univers du micro sans fil ou du ear monitor sans fil, par exemple. De la même manière, l'impédance des antennes en HF est en général autour de 50 ohms. Alors je dis autour de 50 ohms parce que ce n'est pas toujours 50 ohms. Et puis, ça peut évidemment que l'impédance d'une antenne va varier selon la fréquence que l'on va appliquer à l'antenne ou qu'elle va recevoir. Mais on va voir ça en détail avec justement ce qu'on retrouve avec les différentes antennes Shure et les différents types d'antennes. Alors, une chose qui est importante à retenir, c'est un petit détail. Les antennes quart d'onde, on va voir les différents modèles juste après, ne peuvent pas être déportées. Quand je dis déportées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un câble, un long câble coaxial, y connecter votre antenne quart d'onde. Ça ne fonctionnera pas. En fait, l'impédance de l'antenne va se modifier très fortement. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut utiliser, c'est un amplificateur d'antenne qui, lui, va être capable de référencer l'antenne correctement et faire en sorte que son impédance soit bonne, soit correcte, et que l'antenne puisse capter un maximum d'énergie. Alors, voyons les différents types d'antennes. Donc, on a vu qu'il y avait les antennes omnidirectionnelles. Donc, dans les antennes omnidirectionnelles, majoritairement, on va utiliser soit des antennes dipôles, soit des antennes monopôles, qu'on appelle aussi antennes Marconi. Elles sont dimensionnées à la demi-longueur d'onde, souvent pour les dipôles, et au quart de la longueur d'onde pour les monopôles. La sensibilité est uniforme dans le plan horizontal. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est une antenne qui est parfaitement omnidirectionnelle dans le plan horizontal, mais on va voir que dans le plan vertical, les antennes omni, en fait, sont un peu directives. Et ça peut être un peu perturbant parce que ce n'est pas intuitif comme notion. Alors, vous voyez en illustration quelques exemples d'antennes dipôles. Donc ici, vous avez une antenne dipôle large bande, la UA860 SWB. Et puis, dans la partie droite, les antennes qu'on appelle monopôles, quart d'onde. Alors, monopôle, parce qu'il n'y a aucun élément de l'antenne qui va être relié à la masse de la BNC, par exemple, ou du connecteur SMA lorsque l'antenne est montée sur un petit boîtier émetteur de poche, par exemple. Alors, les antennes directives, évidemment, une sensibilité accrue dans leur axe et puis réduite, évidemment, hors axe. Ça va être adapté pour lorsqu'on a besoin d'avoir un long déport d'antenne, parce que l'antenne va forcément avoir plus de gains. Ça va permettre aussi, lorsqu'on est dans des environnements avec une forte concentration d'ondes radio, de pouvoir focaliser la zone de réception dans une direction particulière. On a un gain de directivité, comme on l'a vu, et les antennes directives peuvent être soit actives, soit passives selon les modèles. Donc, vous avez en illustration ici 4 antennes qu'on utilise assez classiquement. Donc, l'antenne log périodique. Alors là encore, ce n'est pas un gros mot. Log périodique, en fait, ça veut dire cardioïde. Ce sont des antennes cardio, on va le voir plus tard. Vous avez des antennes patch. Alors, les antennes patch, c'est ce qu'on trouve dans nos téléphones mobiles, par exemple. Alors, ce sont des antennes qui sont assez compactes, donc en général, elles n'ont pas beaucoup de gains. Mais elles ont des directivités assez proches du cardioïde aussi. Après, vous avez des antennes hélicoïdales. Alors, les antennes hélicoïdales, pareil, sont des antennes en hélice, donc qui sont à même de pouvoir transmettre une forte énergie, et quelle que soit la position de l'antenne de réception, on va pouvoir envoyer un maximum d'énergie à ces antennes-là. Les antennes hélicoïdales, évidemment, vont être ce type de modèle, puisque là, on en a 2 modèles, une version avec grande hélice et une version avec dôme. Ces antennes-là sont souvent utilisées en émission sur des air monitors, par exemple, sur des émetteurs de IR. Alors, examinons un petit peu nos différents modèles en détail. Alors là, vous voyez en représentation notre antenne dipôle demi-onde. Et vous voyez que l'antenne dipôle demi-onde est parfaitement omnidirectionnelle dans le plan perpendiculaire à l'antenne. Par contre, elle est directive dans le plan de l'antenne. En fait,
son diagramme de directivité est représenté par un donut. Et le point central, c'est au milieu que se trouve le point d'alimentation, de connexion de l'antenne. Ce qui fait que finalement, c'est deux antennes quart d'onde reliées à notre BNC. Alors, ces antennes ont la particularité d'avoir une impédance de 73 ohms. Leur gain est de 2,15 dBi, donc c'est le fameux gain relatif à notre référence. Évidemment, il n'y a pas de réjection arrière puisqu'elle est parfaitement omnidirectionnelle. Son faisceau est de 360 degrés. Sa directivité est de forme formée en donut. Et lorsque l'antenne est placée verticalement, sa polarisation est verticale. Une autre vue du diagramme polaire de cette antenne-là, donc en vue en coupe. Donc, vous voyez que de profil, on voit la directivité en donut, alors qui peut varier un petit peu en fonction des fréquences, parce qu'il y a une interaction évidemment avec les matériaux constituants de l'antenne. Mais vu de dessus, on voit bien qu'on est parfaitement omnidirectionnel avec des petites irrégularités, bien entendu. Donc ça, c'est le premier modèle d'antenne omni que l'on peut rencontrer et utiliser avec nos systèmes sans fil. Autre type d'antenne qu'on va utiliser aussi, ce sont les antennes monopôles quart d'onde. Alors vous voyez, il en existe des antennes de ce type-là, télescopiques par exemple. Ça, on va retrouver ça sur soit des récepteurs, soit des émetteurs de milieu ou entrée de gamme, parce que ce sont des antennes un petit peu moins chères. Mais elles ont la particularité de n'avoir donc la moitié de l'élément de l'antenne, puisqu'il n'y a pas deux parties. Aucun élément de l'antenne est relié à la BNC. Donc ces antennes-là, pour fonctionner, nécessitent un plan de masse très conducteur, comme on le voit ici sur le petit schéma du haut. Ce plan de masse très conducteur, en général, qu'on va accorder au quart de longueur d'onde aussi, puisque l'antenne est au quart de longueur d'onde. Ce plan de masse va générer finalement une antenne virtuelle qu'on retrouve ici en symétrie et qui va avoir un effet de surface exactement comme un micro à effet de surface. Vous savez qu'un micro à effet de surface va bénéficier de la surface pour pouvoir réfléchir. Vous avez donc l'onde directe qui arrive sur la capsule et de la même manière, on a l'onde réfléchie sur la surface qui arrive en phase sur la capsule. Ces deux ondes permettent de pouvoir gagner en sensibilité sur le micro de 6 dB. Eh bien, pour l'antenne quart d'onde avec son plan de masse très conducteur, on a exactement le même phénomène. Donc, on voit qu'on a la projection de l'onde émise ici dans plusieurs directions et on voit l'antenne virtuelle en symétrie du plan de masse. Et donc, on va avoir la réflexion de l'onde directe qui va arriver sur le point haut de l'antenne et puis la réflexion sur la surface aussi en phase de l'antenne, ce qui fait qu'on va doubler, l'effet de surface va nous permettre de doubler la sensibilité de l'antenne. Et comme virtuellement, on a un dipôle demi-onde, le dipôle demi-onde fait 2,15 dBi, et comme on a l'effet de surface, ça nous double la puissance, donc 3 dB. Je vous rappelle que c'est 3 dB la puissance, donc 3 plus 2, ça nous fait 5,15 dBi. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi une plus petite antenne a plus de gain qu'une plus grande ? C'est justement lié à ces effets de plan de masse. Sauf que dans la vraie vie, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Parce que ce plan de masse, en fait, souvent sur l'appareil, c'est les oreilles de montage en rack que vous avez assemblées et fixées à votre récepteur. Et l'antenne n'est pas perpendiculaire à ce plan de masse, mais vous l'avez coudé parce qu'elle doit être pointée en l'air. Donc, le plan de masse n'a pas le même effet de gain sur l'antenne et souvent, la plupart du temps, on n'obtient pas un gain de 5 dB, mais beaucoup moins. Donc, voilà. On a un demi-donut puisque c'est une antenne qui avec le plan de masse, mais on a la moitié du donut. On a également une polarisation verticale comme l'antenne dipôle demi-onde. Donc voilà, on schématise nos deux quarts d'onde, le quart d'onde réel et le quart d'onde virtuel par effet de symétrie du plan de masse. Et voilà la directivité de notre antenne. Donc l'effet du plan de masse crée un demi-donut au lieu d'avoir un donut complet comme dans le cadre de l'antenne demi-onde. Alors, voilà les différents modèles pour illustrer un petit peu ces antennes omni. Donc, la UA860 qu'on a vu précédemment, les antennes UA8 qui sont souvent livrées avec les récepteurs ULXD, Axion par exemple, ou les émetteurs de Ear Monitor PSM 900, PSM 1000. La petite antenne de ce type-là, UA400B, c'est ce que vous allez retrouver sur un récepteur SLXD4. Et puis, les petites antennes fouet qu'on retrouve couramment sur les émetteurs de poche
ou les récepteurs de Air Monitor. Alors, regardons un petit peu les antennes directives. Donc, on a vu qu'il y avait des antennes directives log périodiques. Donc, chez Shaw, vous avez en version passive, vous avez la PA805 SWB, souvent qualifiée oreille de Mickey. Enfin, on leur donne des petits noms sympathiques. Aile de requin. Voilà. Donc, voilà. Ce qu'il faut bien savoir, que c'est une antenne cardioïde. Voilà. Son impédance est 50 ohms, puisqu'on va optimiser cette fois l'antenne de cette manière-là. Le point d'alimentation, vous voyez que sur ces antennes, en général, on a une espèce de cylindre métallique au milieu, et le point d'alimentation se trouve à la pointe de l'antenne. La BNC se trouve ici. On voit un lobe de directivité cardioïde. Et cette antenne-là a, par exemple, un gain de 6 dB, donc dans l'axe, avec une réjection arrière de 10 dB. Donc, ce qui fait que dans un environnement un peu pollué, le signal perturbant qui serait derrière l'antenne, il serait atténué de 10 dB. Et ça peut parfois suffire pour bien faire fonctionner un système HF quand on est un peu perturbé. La largeur du faisceau, horizontalement, la directivité est de 100 degrés. Donc, je vous rappelle, 100 degrés à moins 3 dB. Donc, ça veut dire qu'à 50 degrés de l'axe de l'antenne, le gain n'est plus que de 3 dBi. Et en vertical, on est à 60 degrés. Donc, la directivité est cardioïde. Et là encore, la polarisation est verticale. C'est du large bande. Donc, on couvre un seul modèle d'antenne va vous couvrir largement le spectre que l'on peut utiliser aujourd'hui. Autre variante, mais cette fois avec une antenne active, la UA874. Alors, il y a eu plusieurs versions. Aujourd'hui, c'est la version US. Là encore, on est sur une antenne directive cardio. Alors, un petit peu plus de gain, mais comme il y a un lien direct entre le gain et la directivité, on voit que le gain est 7,5 dBi, mais pour une directivité horizontale de 70 degrés. Donc, elle est plus directive. Et comme on a plus de gains, on a aussi une réjection arrière qui est supérieure, puisqu'elle est à 15 dB. Cardioïde, polarisation verticale là encore, et donc antenne large bande. Alors cette antenne bénéficie aussi donc d'un amplificateur que vous allez pouvoir régler sur 3 positions, moins 6, 0, plus 6, plus 12, et ça va permettre donc de pouvoir faire le bilan de liaison qu'on va évoquer. Donc le bilan de liaison étant la gestion des gains au niveau des antennes et des pertes au niveau des câbles, des jonctions et toutes ces choses-là. Autre antenne directive, mais cette fois plus ciblée à une plage de fréquence particulière, qui est la bande 2 GHz, donc la PA805Z2 RSMA. Ils en mettent des lettres. Alors ça va être une antenne directive qui a été conçue pour la série GLXD Advance, mais que vous allez pouvoir utiliser pour le système Showlink Action Digital. Le système Showlink Action Digital étant le petit boîtier, le point d'accès qui permet de piloter les émetteurs à distance. Cette antenne fait 50 ohms, 8 dBi de gain, 24 dB de réjection arrière pour une directivité de 100 dB. Alors pourquoi il y a un tel écart par rapport au modèle précédent? Là, on est à 2 GHz. Donc le comportement de l'antenne à 2 GHz est bien différent d'une antenne fonctionnant dans les 600 mégas. On est cardioïde aussi, et c'est vraiment une antenne qui est faite pour couvrir la bande Wi-Fi. Les antennes hélicoïdales. Donc, premier modèle chez Shure, c'est l'antenne hélicoïdale HA8089. Alors, là encore, une impédance de 50 ohms, parfaitement adaptée. Alors, par contre, on a une impédance de 14 dBi. Alors, pourquoi? Parce qu'on a une hélice qui fait plus de 3 tours, un quart de longueur d'onde entre chaque spire. Donc, ça nous permet d'avoir une antenne à très fort gain, forte réjection arrière de 30 dB. Par contre, évidemment, c'est au détriment de la directivité, donc on a un faisceau beaucoup plus serré de 57 degrés dans ce cas-là. Cette antenne-là, on pourrait la qualifier de supercardioïde. Et ce qu'on peut voir quand on regarde le lobe de directivité, alors il y a un petit lobe arrière en fait. Ça veut dire que la réjection arrière, elle serait plus sur un angle de 120 degrés, pas directement à 180 degrés à l'arrière de l'antenne. Autre antenne de type hélicoïdal, qui est l'antenne hélicoïdale en dôme. Donc, cette antenne est moins longue, il y a moins de spires d'hélice. Donc, comme il y a moins de spires, l'antenne a moins de gain et donc elle ne fait que 10 dBi de gain. Évidemment, avec une directivité un peu moins serrée que la précédente, 72 degrés contre 57. On est là encore sur une antenne de directivité qu'on qualifierait supercardioïde. Au niveau des antennes patch,
chez Shure, vous avez la UA 864 Low. Alors ça, c'est typiquement une antenne qui a été développée pour de l'installation fixe, pour des problèmes d'intégration, d'esthétisme. Cette antenne peut être peinte, mais comme c'est une antenne page donc relativement compacte, évidemment, elle a assez peu de gain, comme vous pouvez le voir, 2,5 dBi. Une bonne réjection. Elle supporte d'être montée évidemment sur un support même réfléchissant, donc ça contribue même au fonctionnement de l'antenne. Elle est peu directive, donc 100 degrés dans toutes les directions, et c'est une antenne hémicardioïde à cause de l'effet du plan de réflexion du mur arrière. Voilà, on peut la positionner à la verticale ou à l'horizontale. Ça, tout va dépendre du type d'émetteur que vous allez utiliser, puisque comme c'est une antenne d'installation, on peut être amené à utiliser des émetteurs effet de surface ou des émetteurs base pour colle de cygne, et ces émetteurs ont des antennes placées à l'horizontale, donc c'est une polarisation horizontale. Mais c'est un peu une exception par rapport à ce qu'on utilise habituellement avec un émetteur main ou un émetteur de poche. Alors, au niveau de... Là, on a vu un petit peu les différents modèles d'antennes. Maintenant, je vais me permettre de passer la main à Romain qui va un petit peu nous faire un petit topo sur la mise en œuvre, hein, parce qu'on voit quand même des choses, c'est pas joli, hein, ce que vous nous faites des fois. Les exemples de cette présentation sont tirés de faits réels, mais ne faites pas ça chez vous. Voilà. Alors, tous les faits qui seront révélés ici sont vrais et vérifiés par Maître Capello. Donc, la mise en œuvre, donc les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Donc déjà, on va commencer par le commencement, à savoir le choix des antennes. Le choix des antennes et leur placement, c'est à peu près la seule chose, notamment on l'a vu sur le SLXD, que ne va pas faire à votre place l'assistant de mise en route. Et d'où l'importance de savoir quoi faire. Donc, on l'a vu avec Ludo, le choix de la directivité versus la portée. Donc, on peut voir ici qu'une antenne directionnelle Omni, pardon, j'ai fait la même hier. Oui, mais c'est... Une antenne Omni, tu as dit 100 dB au lieu de 100 degrés tout à l'heure. Oui, je sais, on a les yeux qui tombent à côté. C'est ça. Donc, antenne omnidirectionnelle qui peut aller déporter jusqu'à une distance de 100 mètres, donc qui sont quand même suffisantes dans beaucoup d'applications et qui ont le mérite de couvrir de très grandes surfaces. Les antennes directionnelles, cette fois, qui peuvent avoir des portées supérieures à 100 mètres, mais des couvertures plus serrées en fonction de leur directivité. Mais effectivement, en fonction de... ça apporte un meilleur contrôle des interférences, enfin pas des interférences, mais des perturbations qu'on pourrait avoir du fait de leur éjection arrière. Donc, on peut s'isoler, si on a un environnement où on a une source de perturbation, dont on sait qu'elle va apporter des perturbations, ça permet en on peut jouer avec la directivité de l'antenne. Bah là, quand je pointe par là, ça va pas. Quand je fais par ça, là, ça va mieux. Donc la réjection, c'est quand même, ça peut nous aider quand on est dans un environnement un petit peu pollué. Ça, et l'antenne amplifiée, comme on vient de le voir par rapport à une antenne déportée avec une grande longueur de câble ou une distribution passive qui permet, en faisant un bilan de liaison, de permettre d'adapter en fonction des switches pour avoir un gain entre 3 et 5 dB par rapport au... Voilà, c'est-à-dire que là, au moins, de la liaison. On adapte, c'est toujours pareil. Avec, évidemment, l'antenne, le gain de l'antenne, lui, il est fixe. Hein. Tout à fait. Et donc, alors, évidemment qu'une antenne directive amplifiée ne convient qu'au récepteur micro. Hein. Ce n'est pas du tout fait pour mettre sur un émetteur de Air Monitor. L'exception de... C'est déjà arrivé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah oui. Donc, l'amplificateur, voilà, les plusieurs positions, ça va permettre d'adapter finalement le gain global de l'antenne, c'est-à-dire antenne plus l'ampli, à la perte que vous allez générer dans le câble en fonction de son type, la longueur évidemment, et la fréquence des appareils que vous utilisez. La distance des antennes entre elles sur un récepteur donné, donc pour optimiser le système Diversity, donc on prendra soin de les mettre à 90 degrés l'une de l'autre. Et donc la distance minimum afin de réaliser le système Diversity est d'1/4 de longueur d'onde et la distance idéale entre 1 et 4 longueurs d'onde. Donc voici quelques... Alors pourquoi pas plus de 4 ? Pourquoi pas plus de... Pourquoi pas plus de 4 longueurs d'onde, docteur ? Parce qu'après, on est dans une couverture multizone et plus dans un système Diversity. Et voilà. Parce que le Diversity, il est basé sur... c'est lié au problème de multiréflexion. Une onde radio va se réfléchir sur les murs, le sol, le plafond, et va arriver avec des décalages de phase sur vos antennes. Alors, tant que les antennes sont relativement proches l'une de l'autre, c'est-à-dire justement, idéalement entre 1 et 4 longueurs d'onde, tout va bien. Parce que l'énergie entre
l'onde directe et l'onde réverbérée ne sera jamais… Exactement. Par contre, si vous écartez fortement les antennes, eh bien, vous pouvez avoir un problème de déphasage simultanément sur les 2 antennes. qui sera contre-productif. Et donc, votre diversity ne marchera plus et vous ne ferez plus que du zoning. L'antenne A pour la zone A, l'antenne B pour la zone B. Donc, faites attention à ça, il faut bien le garder. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle les longueurs d'onde dans la partie basse Voilà, donc pour vous de la donner vignette. des repères sur des… Voilà, donc 4 longueurs d'onde à 600 mégas, c'est 2 mètres. Voilà. Donc, pas besoin de les mettre plus, écarter plus de 2 mètres, puisque de toute façon, ça dégradera le fonctionnement du diversity. Alors, la distance entre émetteur et récepteur, afin d'éviter la surmodulation des antennes de réception, donc c'est fonction de la puissance d'émission, évidemment. Donc là, on voit pour une puissance jusqu'à 30 mW, 2 mètres seront suffisants, et à 50 milli et plus, préférez entre 3 et 5 mètres afin d'être tranquille. Bah, moi, j'aime bien être à 100 mW, mais coller mon récepteur. J'ai pas le droit? Ça, j'ai vu aussi, oui. Notamment sur des ear monitors. Oui, ça… Alors voilà. Si le récepteur il est conçu pour être très sensible, si on lui injecte trop de puissance, eh bien en fait, il va commencer à saturer. Et donc, comme disait Romain, il y a de la surmodulation. Et si ça surmodule, le récepteur il ne sait plus travailler correctement dans sa plage de fonctionnement linéaire. Ouais. Voilà. Donc, il faut toujours faire attention à avoir une distance minimum. Et c'est pour ça que le bilan de liaison avec les antennes actives est important. Parce que si vous mettez beaucoup trop de gains, en fait, il faut s'éloigner de plus en plus. Exactement. Ensuite, l'espacement entre émetteurs, donc là notamment… Entre eux. Donc, dans un cas où effectivement on aurait 2 micro-cravates, éviter de les… Un VIP, un grand PDG, oui, on va lui mettre 2 cravates par sécurité. Et qu'on va devoir équiper très vite. Voilà. Donc pareil, toujours en fonction… Qu'est-ce que je fais? Je lui mets les 2 pockets dans le dos, là, bien collés. Dans le dos, bien collé à côté du téléphone portable. C'est parfait. C'est ça que je dois faire ou pas? Non, pas vraiment. Bon. On va essayer d'en mettre au moins un de chaque côté afin de… Puis en plus, ça évitera l'ombre du corps en plus, donc ce sera très bien. Donc en fonction de la puissance d'émission, donc jusqu'à 10 mW, 10 cm suffisent, et au-delà de 30 mW, 15 cm suffisent. Bon, ça, c'est un ordre de grandeur. C'est un ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur parce que ça va dépendre du système. Plus le système est performant, plus il est tolérant. Mais globalement, ça donne quelques points de repère, histoire d'avoir une base de travail. Et puis après, on expérimente, on peut mettre un peu plus près, un peu plus loin. Voilà. Mais là, ça permet d'avoir déjà un cadre. Notamment là-dessus, les systèmes numériques sont quand même plus performants que les systèmes analogiques. Alors, dans le cas précis où on aurait une antenne d'émission pour des ear monitors et des antennes de réception, donc toujours mettre l'antenne d'émission devant les antennes de réception et un espace de 3 mètres et plus si possible, dans le cas où on a de la place, afin d'éviter un phénomène de masquage sur les antennes de réception. Ensuite, également, éviter la proximité des antennes avec des grandes surfaces métalliques. Donc, dans le cas de structures comme ça, éviter de les fixer directement dessus. Donc, dans le cas d'une antenne de réception omnidirectionnelle, mettre au moins une distance de 1 mètre. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Ludo par rapport à leur directivité en forme de donuts, si vous pouvez les déporter au-dessus de la surface mécanique, c'est encore mieux. Après, pour des antennes très directives comme celle-ci, une dizaine de centimètres suffit du fait de leur grande réjection arrière, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, là encore, c'est un ordre de grandeur. Hein, oui, c'est pas au millimètre près, mais voilà, pour avoir en tête… C'est bien d'avoir ça, parce que sinon, effectivement, on peut avoir un peu des déconvenus. Alors, voyons maintenant les erreurs à éviter. Alors, c'est des faits réels, hein, ça s'est passé, on a pris les photos, et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc, sur cette photo, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas, mais déjà, tout va bien. Par rapport au système Diversity, l'angulation à 90 degrés des antennes entre elles, on est bon. Ah, tu vois, j'avais raison, tout va bien. La distance, on en a parlé, minimum une quinzaine de centimètres. Bon, à la louche, on y est. Alors, mais qu'est-ce qui ne va pas alors? En revanche, les antennes derrière une grille métallique comme ça, c'est non. L'effet de masquage garanti. Là, on constate bien que les mailles qui sont là sont bien plus petites qu'une longueur d'onde l'onde électromagnétique rayonnée. Donc, ça veut dire que, je prends un exemple, je suis à 600 mégas, 50 cm. 50 cm et on doit passer là, quoi, 5 cm. Il faut que ça passe dans des petits trous qui sont beaucoup plus petits que 50 cm. En fait, vis-à-vis des ondes, cette grille se comporte, c'est comme si j'avais mis une plaque de plomb. Hein. C'est ça. Oui. Hein. Puis le plomb, c'est lourd. Hein. Donc ça, non, il ne faut pas le faire. Alors là, on a
un exemple chimiquement pur de tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, les antennes à l'horizontale, donc perpendiculaires aux antennes d'émission. On a dit polarisation verticale. Polarisation, Là, les antennes sont horizontales, donc faute 1. Donc là, on a une grosse perte en termes de réception. Donc là, évidemment, la proximité des éléments métalliques, hein, on y est carrément. Donc là, l'effet de masquage est à son maximum. Et en plus de ça, on a fort à parier que la proximité des appareils électroniques nous... Il y a sûrement des trucs qui rayonnent. Des trucs qui rayonnent, ouais, ça c'est garanti dans un rack de cette... Ça, c'est déco et d'avance. Donc là, vraiment, on est dans un cas... Donc là, ça aussi, il ne faut pas le faire. On met aucune chance de notre côté, là. Alors, dans les cas d'intégration d'antennes dans les faux plafonds, parlons-en. Là, on perd la ligne directe entre l'émetteur et le récepteur. Et là, donc le pire des cas étant celui-ci avec un faux plafond métallique où là, vraiment, la réception va être très, très dégradée. Mais après, les autres matériaux se valent pas, mais quand même, globalement, il y en a quand même un paquet qui vont pas être très passants. Après, oui, tout ce qui est plastique, tout verre, ce qui est, c'est vrai que les faux plafonds, on va dire en matériaux absorbants, l'espèce de laine de roche compactée, enfin les dalles 60 classiques, en général, s'il n'y a pas de source de perturbation, beaucoup d'éléments rayonnants comme des lampes à décharge, les néons, etc., qui n'aiment pas la proximité des antennes, globalement, ça va pouvoir passer. Et puis le maillage 60-60 de la structure du faux plafond, ça va. Mais par contre, quand les faux plafonds sont faits de grilles métalliques, là dont les trous sont tout petits, hein, c'est exactement ce qui se passe dans le four à micro-ondes. Les petits trous, ça laisse passer la lumière, mais par contre, ça ne laisse pas passer les micro-ondes, elles ne sortent pas. Et ça, c'est tant mieux. Mais par contre, quand il s'agit de nos micros, les ondes ne vont pas passer dans les petits trous. Et en général, la réception sera mauvaise, soit nulle. Donc, évitez de mettre des antennes derrière les faux plafonds de ce type-là. Et ce cas-là peut ressembler aussi dans le cas de salles modulaires, notamment dans les hôtels avec des cloisons coulissantes amovibles qui peuvent paraître en bois, mais qui ont souvent des structures métalliques à l'intérieur. Et donc, qui peuvent avoir ce genre d'effet également. Dans le moindre doute, on fait un petit test. Voilà, on fait un petit test en local. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de problème. Mais sinon, on évite. On essaye d'éviter. Les faux plafonds, souvent, il y a il y a des gaines techniques, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. On n'en a pas forcément le contrôle. On peut perdre la ligne de visée directe avec les antennes de réception. Donc, on évite le plus possible. Ça, et puis pour intervenir, après, c'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Alors, quoi d'autre? Ensuite, les forêts d'antennes. Moi, j'appelle les forêts d'antennes. Ça, c'est un classique. Ça, c'est un classique. Donc là, préférez un distributeur d'antennes afin de minimiser le nombre d'antennes par... mais pourquoi? Parce que ça va générer entre elles, leur proximité va générer un effet parasite qui va faire qu'en gros, ça va modifier leur directivité. Donc là, on peut le voir dans ce plan de coupe, créer en fait des lobes et vraiment créer des zones où c'est schématisé, mais c'est vrai que en fait, on peut vraiment réduire finalement la zone de couverture et la zone de capacité de réception des antennes, parce que chaque brin métallique parallèle à un autre va avoir un effet parasite. Et plus il y en a, plus c'est pire. Et plus il y aura d'antennes, moins ça fonctionnera. Donc en fait, une des règles, c'est aussi de réduire le nombre d'antennes. Tout à fait. Donc on va pouvoir synthétiser tout ça. En résumé, dis-moi tout. Une ligne de visée directe, donc prendre en compte aussi le public, l'audience. Donc, à peu près, si on peut les mettre l'envoi en hauteur pour à peu près 2 mètres, c'est quand même se prémunir de beaucoup de problèmes. Loin des surfaces métalliques massives afin d'éviter les effets de masquage. Et loin des tours d'interférence. Un nouveau plat qu'on va vous présenter. Loin des tours d'interférence. Moi, je me reprendrais bien une petite part de tour. C'est ça. Et donc, loin des sources d'interférence, donc tout ce qui va être écran LED, tout ce qui est rayonnement qui pourrait perturber les antennes, donc, et essayer de les mettre le plus possible sur là où se passe l'action, à savoir près des récepteurs. En plus, ça permet de travailler avec les plus petites puissances, donc de perturber. S'il y a des salles adjacentes, voisines, ça permet de cantonner l'énergie rayonnée sur une plus petite surface, et donc ça va être plus facile de faire cohabiter beaucoup de fréquences. Ça va faciliter sa coordination de fréquences. Et voilà. Augmenter aussi la durée de vie de des batteries. Et des batteries. C'est que des avantages. Donc du coup, pour arriver à ce résultat, tu nous présentais
Ah des oui. accessoires qui nous permettent Parce que justement de il on a réduire. dit qu'il faut le moins d'antennes possible pour optimiser son système HF. Comment Et pour fais-je? ça, alors, on va le voir. Alors, donc, on va utiliser des accessoires en plus de nos antennes, évidemment, pour pouvoir en réduire le nombre. Donc, le but des distributeurs ou des combineurs d'antennes, distributeurs d'antennes pour la réception micro, les combineurs d'antennes pour les émetteurs de IR, leur but, c'est de réduire le nombre d'antennes à une seule paire pour plusieurs récepteurs ou bien une antenne unique pour plusieurs émetteurs de IR monitor. Ça, c'est le but de départ. Ça va vous faciliter le déport d'antenne, puisque vous en avez moins à déporter s'il y a nécessité. Ça va vous permettre de réduire le câblage nécessaire. Donc, le câblage, c'est lourd, c'est parfois un peu embêtant à tirer, c'est source de panne. Et puis, ça va éviter, bien entendu, les problèmes d'interaction entre les antennes proches qui pourraient être situées parallèlement les unes aux autres, ce que vient de nous expliquer Romain. Alors, dans les différents distributeurs d'antennes qu'on peut utiliser, alors vous avez des modèles passifs. Donc, un modèle passif, par exemple, sur le UA221 Shure, vous avez la possibilité de l'utiliser de deux manières, puisque comme il est passif, il est réversible. Donc, je peux l'utiliser en distributeur d'antenne avec deux récepteurs. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le petit dessin de gauche. Et on peut l'utiliser aussi en combineur d'antennes, par exemple sur le dessin de droite, où je veux pouvoir positionner 4 antennes, une paire d'antennes AB dans la première salle et une deuxième paire d'antennes AB dans la deuxième salle. Et on va utiliser le combineur pour pouvoir amener ça sur l'entrée de notre récepteur. Évidemment, c'est passif. Comme c'est passif, il y a de la perte. Donc, globalement, vous perdez 3 dB de perte d'insertion, ce qui veut dire que ces 3 dB devront être intégrés dans votre calcul de bilan de liaison. Donc, je vous rappelle, bilan de liaison, c'est gain d'antenne, perte dans le câble, moins 3 dB, reperte dans le câble. Voilà, c'est ça votre bilan de liaison. Plus, moins, moins, moins. D'accord ? Après, bien entendu, vous avez des distributeurs d'antennes actifs. Alors, chez Shure, vous avez principalement deux modèles. Le UA844 SWB, c'est un distributeur qui possède 4 sorties plus une sortie cascade. Donc, ça va vous permettre d'alimenter 4 récepteurs et un autre splitter, ou bien jusqu'à 5 récepteurs. C'est le distributeur d'antenne qu'on recommande pour les BLXR, pour les SLXD4, les QLXD, les ULXD. Et puis, vous avez le modèle supérieur, le UA845 UWB. Alors, lui, il a 5 bandes commutables, ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser avec des systèmes VHF ou des systèmes UHF dans différentes bandes. Il a une petite chose en plus, il a aussi 4 sorties plus une sortie cascade RF. Mais il a, par exemple, des LED qui vous indiquent si vous rentrez un signal trop fort en entrée. Donc, ça va vous permettre de vous mettre en alerte en disant « Oh là, j'ai peut-être réglé mes amplificateurs d'antenne un peu trop fort. » Donc, ça vous donne des informations supplémentaires. Alors ça, c'est vraiment typiquement le distributeur d'antenne qu'on va utiliser avec des récepteurs double et quad ULXD ou les systèmes action digitale. Alors, comment on va... vous connaissez à peu près la structure, évidemment. Quand on a plusieurs récepteurs à connecter, par exemple 4 comme sur cet exemple, on va bien entendu distribuer les sorties sur l'entrée de nos différents récepteurs. Là où ça peut se compliquer, c'est lorsqu'on a plusieurs niveaux. Alors, pour illustrer ça, voici un exemple où on va utiliser 2 splitters avec 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on a le premier niveau qui est représenté par ce distributeur d'antenne ici, sur lequel sont connectées mes 2 antennes. Je vais connecter mon premier ensemble de 4 récepteurs et ici, je vais envoyer la sortie cascade vers mon deuxième splitter qui lui-même va alimenter mon deuxième set de 4 récepteurs. Et si je veux avoir plus de récepteurs, si j'ai besoin de distribuer le signal sur plus de niveaux, alors on pourrait penser et se dire j'ai fait l'un puis le deuxième, il suffirait que je ressorte de la sortie cascade et j'aille dans un troisième. Eh bien non, perdu, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours rester sur 2 niveaux et on va faire de la multidistribution de ce type-là, c'est-à-dire on va utiliser un distributeur d'antenne en tête qui va lui-même distribuer dans cet exemple, 4 autres distributeurs qui eux-mêmes vont alimenter les blocs de 4 récepteurs. Ce qui fait qu'on reste toujours à 2 niveaux
on n'augmente pas trop le bruit qu'on va injecter dans les récepteurs, puisque un distributeur d'antenne, c'est amplifier et splitter le signal. Tout étage d'amplification ramenant du bruit, eh bien, en n'utilisant que 2 niveaux, on limite ce bruit, bien sûr, afin qu'il soit surtout homogène sur l'ensemble des récepteurs. Donc, on privilégie une seule cascade entre les distributeurs. Alors maintenant, il y a aussi les récepteurs qui ont des sorties cascades et qu'on va pouvoir cascader l'un sur l'autre. Donc, c'est le cas, par exemple, des récepteurs double et quadruple, ULXD et Axion Digital. Donc, si on veut être dans les performances optimum du constructeur, normalement, c'est 2 cascades. C'est-à-dire, je cascade un récepteur, un sur l'autre. Mais évidemment que dans le cadre où votre bruit de fond RF est suffisamment faible, inférieur à peu près à moins 90 dBm, ce que vous pouvez voir en utilisant le petit logiciel Wireless Workbench, connecté à votre récepteur, eh bien, vous pouvez monter à peu près 4 récepteurs en cascade maximum et il n'y aura pas de problème. Alors, sachez une chose quand même importante, c'est qu'on ne peut cascader que des récepteurs fonctionnant dans la même plage de fréquence HF, puisque les sorties cascades sont toujours après le filtre qui se trouve en entrée du récepteur. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Sinon, on a des déconvenus. Après, on a les combineurs d'antennes. Alors, les combineurs d'antennes vont être utilisés principalement pour les systèmes de air monitor. Donc, vous avez le petit modèle, le PA411, qui, lui, est dédié principalement au PSM 300, qui accepte une puissance de 50 mW. Et les 2 gros modèles, donc le PA421B et 821B, respectivement 4 entrées et 8 entrées, et qui sont dédiés principalement au modèle Air Monitor PSM 900 et PSM 1000. Alors, ces 2 modèles-là ont une particularité, c'est qu'ils ont un combineur passif en entrée, pour une simple raison, c'est que contrairement à la réception micro, où on peut aller une sortie cascade rentrer dans l'entrée du distributeur d'antenne suivant, comme on l'a vu précédemment, on ne peut pas faire ça avec des combineurs d'antenne de ear monitor, puisque là, c'est directement la puissance que l'on doit transmettre en cascade. Alors, pour illustrer ce que j'explique avec les coupleurs passifs, ici, il y a un petit schéma pour y voir beaucoup plus clair. Imaginons ici nos 2 combineurs PA421 sur lequel j'ai, sur le premier, connecté 4 émetteurs PSM 900, sur le deuxième, la même chose, 4. Et en fait, je vais avoir mon combineur master qui est ici, sur lequel je branche mon antenne d'émission, qui est unique, donc pour mes 8 émetteurs. Là, j'ai la sortie active qui va aller se connecter sur l'entrée A. La sortie active du deuxième va aller sur l'entrée B. Et ici, je retrouve la somme de A plus B. Et c'est ça que c'est là où je vais brancher mon antenne, ce qui va me permettre ainsi, avec une seule antenne et 2 combineurs cascadés en passif, de pouvoir transmettre les signaux de mes 8 émetteurs de Air Monitor. Je vous rappelle que d'ailleurs, les émetteurs de Air Monitor sont couramment utilisés en assistance auditive pour y connecter une boucle d'induction sur le récepteur. Et puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser un seul émetteur et régler une 50aine, 60, autant de récepteurs que vous voulez, qu'elle est sur la même fréquence que l'émetteur, et ainsi transmettre le même signal à tout l'auditoire. Alors après, il y a un élément particulier, un accessoire particulier qui est le combineur multizone. Alors c'est de plus en plus utilisé lorsqu'on veut faire du multiroom. On l'a évoqué dans la présentation que l'on a fait à 14h, oui c'est ça. Je vous ai parlé de la notion de multiroom, c'est-à-dire un émetteur qui doit pouvoir fonctionner dans plusieurs salles, et sachant qu'une seule paire d'antennes ne permet pas d'avoir une couverture optimum. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser ce type d'appareil qui est un combineur multizone qui a été développé par RF Venu, qui travaille en collaboration d'ailleurs beaucoup avec Shure. Et c'est un combineur 4 zones, donc qui est capable de prendre en charge une paire d'antennes pour 4 salles et de fournir le signal AB à un distributeur d'antenne sur lequel seront connectés vos différents récepteurs. L'avantage de cet appareil, c'est que
Vous allez pouvoir activer ou pas l'alimentation pour les antennes actives. Vous allez pouvoir muter, couper une zone si vous le souhaitez. Lorsque, par exemple, on ne va pas opérer dans la salle 2. Et puis, vous avez aussi la possibilité de régler de manière optimum le gain en entrée, donc de pouvoir optimiser votre bilan de liaison, par exemple, entre votre gain d'antenne, votre perte dans le câble, et peut-être si vous avez un petit surgain, mais vous n'avez pas besoin, vous pouvez toujours atténuer. Donc ça, c'est un appareil qui est très pratique, qui n'est pas excessivement cher, autour des 1 000 € hors taxe, et qui permet vraiment de gérer la réception multizone. Alors ça ne fonctionne bien sûr qu'en réception micro. Après, dans les autres accessoires qu'on va pouvoir rencontrer, on va trouver amplificateur d'antenne. Donc là, vous avez le UA834 WB, qui est un amplificateur large bande qu'on peut utiliser avec des antennes quart-onde omni ou dipôle demi-onde de manière indifférente. Le gain est réglable sur une position plus 6 ou plus 12 dB. Vous avez aussi cet accessoire qui s'appelle l'UABIAS, qui est un injecteur d'alimentation. Alors, donc ça va servir par exemple pour des récepteurs BLX4, SLXD4 ou QLXD4 qui ne fournissent pas l'alimentation 12 volts pour les antennes actives. Et bien, quand vous avez besoin de connecter des antennes de ce type-là sur ces récepteurs-là, et bien, vous pouvez utiliser les UABIAS que vous allez insérer entre vos antennes et l'entrée du récepteur. Donc, finalement, si on devait faire un petit checklist pour résumer l'ensemble des points qu'on vient d'aborder avec Romain, utilisez le moins d'antennes possible. Ça, c'est une des règles fondamentales et bien choisir son modèle. Donc, selon qu'on veut une couverture omnidirectionnelle ou directive, on a un long déport ou pas un long déport d'antenne. Un seul niveau de cascade entre les distributeurs d'antennes pour optimiser son installation. Calculer la structure de gain des antennes déportées. Donc je vous rappelle, le gain de l'antenne plus le gain de l'ampli, moins la perte dans le câble, et éventuellement dans le combineur passif si je gère 2 salles, moins 3 dB. Et puis, ça va vous permettre d'ajuster, de régler l'amplificateur de manière optimum, sachant que l'idéal, c'est de rester dans une fourchette de plus ou moins 3 dB, le résultat de votre bilan de liaison, et avec des fourchettes hautes, plus ou moins 5. Si vous êtes en plus, vous pourrez porter un peu plus loin, mais le risque, c'est que vos récepteurs puissent être perturbés plus facilement. Si vous êtes dans votre bilan de liaison en négatif, eh ben, vous porterez un petit peu moins loin. Par contre, vos récepteurs risqueront moins d'être perturbés, ils seront moins sensibles aux interférences. Voilà ce que on voulait vous dire sur les antennes. On a essayé d'être le plus concis possible et de vous amener quand même un petit peu de matière première. Donc maintenant, on va se tourner vers notre cher modérateur, Olivier. Olivier, y a-t-il des questions? Oui, messieurs. Nous brûlons d'impatience. La première question, puis-je utiliser 2 antennes HA80-89 sur un AXT 600, le gestionnaire de spectre? 2 HA80-89 sur un AXT 600, oui. OK. Pas de problème. Et une autre question, donc nous avons vu que Mais si je vais rajouter un petit truc. L'AXT 600 est un manager de fréquences et donc qui a une fonction de scan en temps réel et de surveillance en temps réel des fréquences de secours, puisqu'on peut lui programmer des fréquences de secours. Il est préférable d'utiliser plutôt des antennes omnidirectionnelles sur un scanner de fréquences que des antennes très directives. Ça permet de utiliser une image de ce qui se passe. Ça permet de voir tout ce qui se passe autour. Le fait d'utiliser des antennes directives ne permet de voir bien qu'une partie de ce qui se passe autour du système. Donc oui, techniquement, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas fortement recommandé sur un scanner de fréquence. OK, merci. Et une autre question, nous avons vu que il ne fallait pas mettre plusieurs antennes en parallèle. Exact. Mais est-ce vraiment à éviter étant donné que ce n'est que de la réception? Tout à fait. Il faut, si vous regardez, pour illustrer ça, alors je n'ai pas de diagramme là à vous montrer, mais pour illustrer ça, il suffit de regarder comment est fait une antenne télé, les râteaux de télé qu'on a sur le toit des maisons.
Si on regarde bien, une antenne télé, c'est une grande barre avec plein de petites barres à l'horizontale, et puis en général, vous avez une espèce de grande grille à l'arrière de l'antenne. Et la partie antenne, en fait, c'est juste une espèce de... Ça a une forme de trombone qui est très près de la grille arrière, et cette antenne-là, toutes les petites barres qui sont devant, qui sont plus petites que l'antenne, et la grande grille qui est derrière l'antenne et qui est plus grande que l'antenne, ce sont des structures métalliques qui sont parallèles à la fameuse antenne, qui ne sont pas reliées électriquement. Exactement l'illustration que nous a montré Romain tout à l'heure avec toutes les antennes parallèlement sur chaque récepteur. Et tous ces petits brins ont un effet parasite. Et cette antenne-là, on l'utilise en réception de la télé. Et un effet parasite pour faire quoi? Pour rendre cette antenne très directive. Donc, le fait de maintenir ces antennes en parallèle en réception, l'antenne qui est électriquement pour un récepteur donné, l'antenne qui est électriquement est active par rapport à ce récepteur, l'antenne qui est à côté sur l'autre récepteur a un effet parasite sur la première, et ainsi de suite. La deuxième a un effet parasite sur la troisième, etc., etc. Donc oui, même si c'est en réception, on pourrait croire que c'est passif, mais il y a un effet parasite d'une antenne sur l'autre, parce qu'elles sont parallèles, et parce que c'est du métal. Merci pour ces précisions. J'espère que ça répond. Hein. Je pense, oui. J'espère que c'est clair, surtout. Voilà, donc non. Y en a-t-il d'autres? Merci, messieurs, pour cette session très, très intéressante. Et voilà, donc non, nous n'avons pas d'autres questions. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir écoutés, suivis pour cette nouvelle session. On vous donne rendez-vous demain matin, 11h, même lieu, pour une session au sujet du... Je crois que c'est l'écosystème QSC avec Philippe Hautemaison. L'écosystème QSC avec notre cher collègue Philippe Hautemaison qui va vous apprendre tout ça dans le détail. Merci à tous, bonne soirée et bon apéro. Bonne soirée.